Prochain sujet qu'on aimerait aborder, en fait, au-delà de la finale de la Coupe Stanley, il y a eu aujourd'hui, en fait, l'annonce officielle du rachat des Sénateurs d'Ottawa. Donc, une transaction à 950 millions de dollars. On sait que la famille Melnyk garde quand même un 10% des parts de l'équipe. C'est quand même bon, une grosse facture, mais on sait le potentiel d'Ottawa évidemment de déplacer l'équipe plutôt au centre-ville. Commençons avec toi, Luc. Tu avais l'air de vouloir en discuter. À quel point c'est une bonne nouvelle pour la franchise d'Ottawa, cette transaction-là? Deux choses. Le 950 millions de mémoire, il est en US, il n'est pas en canadien. Exact. Donc, faites le calcul. Actuellement, avec la valeur du dollar canadien, on parle de 1,35 milliard de dollars canadiens pour acquérir 90% des sénateurs d'Ottawa. Et moi, ce que j'aime dans cette... Si je parle en termes... Là, c'est mon côté économiste qui parle. Là. En termes de point de vue économique, quelle décision de la famille Melnyk de dire on garde 10% de l'équipe. Pourquoi? Parce que ce 10%-là aussi, ça veut dire qu'on va également tirer 10% des rendements en tant que propriétaire minoritaire. On va aller chercher une portion égale des revenus et des profits qui vont être générés avec tout le développement du secteur des plaines bretons. Ça, là, moi, personnellement, je m'attendais sincèrement que la famille Melnyk dise « OK, ça suffit, c'est assez, c'est non négociable. » On ne s'occupe plus de l'équipe. Mais là, de ce point de vue-là, je trouve ça très intéressant au niveau économique. Je trouve que c'est une bonne transaction. Cette famille-là, elle a été très bien conseillée. Elle s'assure d'avoir un revenu continu dans les prochaines années. Et moi, j'aimerais savoir également ce 10%-là en termes transactionnels. Est-ce qu'on a une clause qui fait en sorte que tant si longtemps que ce 10%-là reste dans la famille Melnyk et dans les descendants, est-ce que ça veut dire qu'il y a une clause également pour empêcher le déménagement de cette équipe-là d'Ottawa? Ça, j'ai hâte d'avoir plus de détails sur l'entente qui est signée entre les deux parties. Ça pourrait être très intéressant et ça pourrait être aussi, si on veut, un coussin de sûreté pour maintenir cette équipe-là à long terme à Ottawa aussi. Sinon, sur l'aspect hockey également, Marc-Antoine, j'imagine que c'est une bonne nouvelle justement autant pour les fans, exemple de la région de Gatineau, que l'équipe risque d'être un peu plus proche aussi une fois le déménagement fait, mais aussi tout simplement d'avoir une sécurité, une stabilité justement pour les joueurs qui souhaitent signer là à long terme. Oui, c'est sûr, mais ça reste, c'est ça, c'est un projet à minimum 2 milliards parce qu'il faut que tu la changes d'endroit, là, ton aréna, parce que sinon, écoute, tu t'arranges pour avoir de bonnes pertes quand même, mine de rien. Mais oui, écoute, c'est sûr que si tu l'amènes au centre-ville, tu es comme à la mi-chemin entre le Québec, l'Ontario, il y a quand même beaucoup de monde qui est là, puis c'est sûr que ça va donner le goût aux joueurs de rester parce que ça fait, écoute, tellement. Écoute, je pense que la dernière fois, ça doit être quand Anaheim est en finale contre Ottawa, qui ont une équipe compétitive, ça c'est quoi? C'est 2007, si ma mémoire est bonne? 2016-2017, oublie pas avec Guy Boucher en finale contre les Penguins de Pittsburgh en finale de l'Est. Oui, mais écoute, je pense qu'ils ont surjoué le potentiel qu'il y avait. La preuve, ils ne sont pas retournés. Des fois, c'est ça qui arrive, des équipes comme ça qui sont compétitives et comme des éléments qu'on connaît moins, qui fait en sorte qu'il y ait comme une espèce de perfect storm qui fait en sorte qu'ils réussissent à se rendre plus loin. Ils surjouent peut-être un peu le potentiel. C'est pas une équipe. Ils n'ont jamais eu une équipe comme Tampa Bay qui réussissent à aller 3 fois en finale de suite. Ils n'ont jamais eu des équipes comme Chicago qui a 3 coupes en 5 ans. Donc, je comprends le point, mais n'empêche. C'est sûr que là, ça donnerait peut-être un petit peu plus le goût, là, parce que l'attrait, sinon, d'Ottawa, la ville étant quand même assez ennuyeuse, l'impôt est dans le tapis, puis écoute, je sais pas. Moi, ça serait peut-être pas mon endroit de choix. Mais là, c'est sûr que si c'est au centre-ville, l'aréna est pleine, ben là, ça peut commencer à devenir peut-être un petit peu plus intéressant. Puis tranquillement, pas vite aussi, ils ont quand même des pièces intéressantes. Fait que je trouve que le timing est bon parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une équipe intéressante comme ça. Puis on voit qu'en perdant peut-être de Brinkat, on commence à retomber peut-être dans l'ancien pattern. Fait que je leur souhaite au plus vite là, d'avoir un aréna. Surtout que c'est pas prêt d'être fait parce qu'il n'est pas encore le deal n'est pas encore là, l'emplacement n'est pas choisi. Puis on n'est pas encore en construction. Fait que malheureusement, je ne travaille pas en construction, mais c'est probablement un projet au moins de 3, 4, 5 ans certains avant qu'ils déménagent. Donc voilà. Mais oui, niveau hockey,
c'est l'idéal en ce moment. Oui. Sinon, également, bon, on le sait, côté de l'équipe actuelle, t'en parlais, on commence à avoir quand même des belles pièces au niveau offensif. On en a parlé dans les dernières semaines. C'est quand même très intéressant. Hugo, du côté des Sénateurs, pour en soi l'équipe, ce qu'on offre sur la patinoire, qu'est-ce qu'on doit aller chercher selon toi cet été? Première chose, ça va être de régler le contrat de régler la situation avec DeBrincat. Je pense que ça va être la première mission. Par la suite, c'est ça. Là, comme être capable de concrétiser sur certaines ambivalences. Est-ce que DJ Smith, là on parle de Patrick Roy, il y a des rumeurs, comme DJ Smith, son poste techniquement il est en sécurité, mais là il y a des rumeurs qui partent sur les réseaux sociaux. Aussi, tout le dossier Norris, Batterson. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais en termes de hockey concret, je pense que la plus grande question pour les Sénateurs, c'est vraiment d'aller chercher un défenseur qui va venir compléter la brigade et un bon gardien de but. Parce qu'en termes d'attaque, on a des attaquants naturels qui peuvent compter des buts, mais on a un certain manque de confiance en défensive. L'année dernière, on a eu beaucoup de blessures, on n'a pas été chanceux dans les buts. Mais je sais pas, je pense que les Sénateurs ont starté 5 gardiens l'an dernier. Donc, 5 ou 6. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment aller concrétiser là-dessus. Puis, il faut aussi être capable d'optimiser et mettre en valeur la ville d'Ottawa pour qu'il redevienne un gros marché de hockey. On l'a payé cher, ce club-là, maintenant. Donc, il faut être capable d'optimiser là-dessus. Puis ça va être la première mission d'Andlauer. Ça va être vraiment d'aller chercher le plus d'intérêt possible envers le marché, même si on a des problèmes d'aréna, même si on a des problèmes entourant l'équipe. Pierre-Carl, tu avais l'air d'accord justement que les Sénateurs doivent commencer à regarder quand même assez rapidement pour un gardien de but. Là. Oui, c'est ça mon point que j'avais noté. Là, on a utilisé 7 gardiens cette année. Matt Sogard a bien fait, mais c'était quand même une recrue, même s'il est envoyé dans la mêlée comme ça. Il a très bien fait malgré tout, mais ça te prend un gardien numéro 1 de qualité parce que on a tellement de talent, puis on est quand même prêt de faire les séries éliminatoires. Les jeunes s'améliorent d'année en année en attaque, en défense aussi, même s'il manquerait peut-être un défenseur. Mais je pense que la priorité numéro 1, ça serait de trouver un gardien de but, puis oui, d'échanger Alex DeBrincat, ses droits en fait. Mais un gardien, puis je pensais peut-être à Connor Hellebuck, qui pourrait être un bon fit, je pense, avec les Sénateurs d'Ottawa. Oui, il y a quand même quelques options intéressantes, même Carter Hart. Oui, Luc? Oui. En fait, regardez, je vais vous laisser finir en hockey, puis après ça, je rembarque pour un deuxième tour. Parfait. Rapidement, Julien, qui ne pouvait pas être là ce soir, nous mentionne un gardien et un défenseur droitier, mais c'est un peu dans la même direction. Éloi, de ton côté, est-ce qu'il y a peut-être d'autres trucs que tu verrais à toi, d'autres ajouts à faire? Ou peut-être même. Pour moi, les gardiens, c'est vous les gardiens, là, mais tu vois Vegas cette année, il y a plusieurs équipes qui, au final, là, avoir un gardien qui t'amène en série, puis tout, c'est le fun, là, mais il y a des équipes qui se débrouillent très bien avec un gardien moyen. Puis je pense que du côté d'Ottawa, avec Forsberg et Sogard, ils ne sont pas nécessairement dans le trouble non plus. Sogard peut peut-être prendre une coche aussi la saison prochaine. Ce qui est plate pour Ottawa, c'est que tu as le 5 millions là, de Bobby Ryan, Colin White, Del Zotto puis Matt Murray. Ça, c'est plate. Ça risque d'avoir un impact l'année prochaine sur le développement du club. Mais pour 24-25, ça va être très intéressant. Mais l'an prochain, déjà, moins de blessés, ça aiderait. On va voir si c'est ça qu'ils peuvent faire. Qu'ils peuvent avoir l'année prochaine, une saison avec un peu moins de blessures. Puis, il faut que tu aies des jeunes qui prennent une coche aussi. Mais sinon, effectivement, ils vont devoir être actifs sur le marché des agents libres. Ils vont devoir aller chercher des gars de 3-4e trio aussi. Parce que tu en perds une couple. Tu as Brassard qui ne reviendra pas. Austin Watson, ça ne revient pas. Donc, ils vont devoir juste aller renflouer un peu les 3e, 4e trio. Puis si tu as des jeunes qui montent, ça serait très positif aussi. Là, mais je suis d'accord avec le point d'Éloi. Par contre, je pense que la différence, c'est qu'il y a eu beaucoup de gardiens recrues qui manquaient d'expérience dans la LNH, contrairement, mettons, au Golden Knights. Oui, on en a utilisé, mais mettons, je prends le cas d'Aiden Hill plus particulièrement. C'est quand même un gardien qui avait de l'expérience en soi. Il a joué pour 3 autres franchises, je pense, avant. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte, mais effectivement, on est rendu dans une époque, une génération de hockey où les gardiens de but, n'importe quel gardien de but peut percer. Même au repêchage, on peut drafter un peu n'importe qui puis prendre un guess puis faire OK, mieux vaut avoir plus de gardiens que pas assez puis prendre des chances.
Dans Puis il une y a bonne même équipe là, où le Marc peut gauler 950, là, fait qu'on s'entend Ouais, que exact. c'est l'équipe plus qu'autre chose. même à un certain point, j'allais nommer, tu parles d'un gardien qui a de l'expérience, un peu à la blague, mais avec les Sabres cette année, on avait Craig Anderson du haut de ses 40-41 ans. Il n'a pas été incroyable, mais à tout le moins, avait une certaine constance devant le filet des Sabres et avait cette expérience-là de la Ligue nationale. Ou Kopeka Luukkonen aussi. J'adore dire son nom, je dois juste le dire. Parce que, tu sais, Ben- comme Edmonton qui cherchait un gardien pendant longtemps, puis là, tu signes Jack Campbell là, à ce salaire-là, après, tu le regrettes, ça peut faire mal, tu sais. Donc, il faut faire attention aussi avec les gardiens. Puis des fois, c'est mieux d'aller essayer de chercher une aubaine. 2-3 gardiens pas pire, c'est peut-être mieux que d'aller en chercher un qui est payé cher pour longtemps. Fait que Carter Hart, tout ça, je sais pas. Je suis pas certain de l'importance des gardiens tant que ça après la saison qu'on vient de voir, là. Luc, tu voulais rajouter tantôt? Oui, en fait, je veux revenir. Effectivement, Marc-Antoine, ça va prendre au moins 5 ans là, pour la construction de l'amphithéâtre à Ottawa. Par contre, il y a un élément qui est très important. La commission de la capitale des Plaines avait dit qu'elle était d'accord au développement après rétraction. Elle était d'accord pour dire si vous voulez le terrain, on peut vous le céder. Deuxièmement, l'emplacement est intéressant. Non seulement on ne sera pas juste centre-ville, mais vous vous en rappelez peut-être, mais je tiens à vous rappeler que le système de train léger sur rail sur Ottawa qui a tant défrayé les manchettes parce que finalement, on n'avait pas fait les tests suffisamment pour l'hiver. Il y a 2 stations qui desservent les plaines Le Breton. On est vraiment en train de construire un axe. Si vous regardez la carte d'Ottawa, vous avez les plaines Breton où est-ce qu'il y aurait, mettons, le nouvel amphithéâtre des Sénateurs. Vous avez le TD Stadium où est-ce que le Rouge et Noir jouent. Également, vous avez un peu plus loin le stade de baseball où est-ce que les champions d'Ottawa dans la Frontier évoluent également. Donc, on est vraiment en train de créer un axe dans le centre-ville à Ottawa où est-ce que vous avez tous les différents sports, les sports qui sont vraiment servis par le système de transport en commun, qui est bien axé et qui est en train, d'une certaine façon, dynamiser le développement d'Ottawa, ne plus nécessairement être considéré comme une ville de fonctionnaires, mais commencer vraiment à avoir une meilleure offre de divertissement qu'est-ce qu'on a. Puis, au niveau hockey, moi, je pense personnellement que TJ Smith a eu sa chance. C'est terminé. Pierre Dorion a fait ce qu'il a fait l'année passée pour essayer de donner une chance à cette équipe-là de prendre part aux séries éliminatoires. Moi, je pense que l'élastique est arrivé au bout. Pour un gagnant de la Coupe Memorial par la marque de 2-1, puis qu'il a eu beaucoup de temps pour s'entretenir, qu'il a eu de l'expérience à former, moi, je pense personnellement que c'est terminé pour TJ Smith, surtout avec le nouveau groupe de propriétaires. Je pense pas que ce soit le cas pour Pierre Dorion parce que Pierre Dorion a quand même prouvé que depuis qu'il a pris le poste de DG, il a reviré l'équipe d'abord, il a pris le temps de la construire, puis il y a des éléments en place pour être très compétitif. Moi, je pense que personnellement, du côté de DG, je crois fermement que Dorion doit rester avec le nouveau groupe de propriétaires. Oui, c'est des rumeurs, je sais, mais moi, je le dis depuis le début, Patrick Roy, c'est Ottawa. Je pense que pour une question marketing, pour une question de qu'est-ce que l'équipe est où est-ce qu'elle est rendue, je pense sincèrement qu'un homme de 56 ans a sa place à Ottawa, qui a le désir de gagner, qui sait comment gagner, et qui a prouvé qu'il était capable de tout rafler dans la même saison. Mais effectivement, puis je dirais ce qui est intéressant dans ce que tu amènes, c'est qu'on le sait, DJ Smith, son cas était un peu incertain depuis quelques temps, puis on parlait même durant cette saison-ci de peut-être le congédier, mais c'était un peu mis sur pause en raison justement des négociations pour la vente de l'équipe. Donc, effectivement, j'ai aussi l'impression que ça pourrait changer. Et je vous lance la question rapidement aux autres. Allez-y quand vous souhaitez répondre, mais pensez-vous justement de votre côté également que Patrick Roy serait l'homme de la situation à Ottawa? Faudrait qu'il commence par recevoir un appel. C'est en conférence de presse aujourd'hui qu'il a dit que personne n'avait contacté quand tout le monde parlait d'une opportunité de poste dans la LNH. Donc, on va commencer par ça, mais je pense que Patrick Roy peut avoir une personnalité qui, comme Luc l'a dit, peut amener une certaine sorte d'attention au niveau marketing, mais aussi, a quand même un très bon CV, un très bon portfolio, a gagné un Jack Adams, est capable d'avoir une équipe, est capable de monter une équipe pour qu'elle soit performante. Donc, j'ai pas de misère à croire ça, mais en fait, c'est plus comme la manière que DJ Smith pourrait quitter Ottawa qui me fait me questionner un peu. Là. C'est quand même, veut pas, une équipe, une formation intéressante aussi pour le style de Patrick Roy qui veut pas a coaché des jeunes joueurs depuis tant d'années. Et c'est une jeune équipe, justement, qui est promise à devenir excellente dans la Ligue nationale.
Puis, je vais rajouter ceci. Dans les 10 dernières années, tous les entraîneurs qui ont gagné la Coupe Memorial et qui, en plus, ont gagné le trophée de leur ligue dans la Ligue canadienne de hockey, ont toujours eu l'opportunité d'être entraîneur-chef dans la Ligue américaine de hockey ou d'être entraîneur adjoint dans la Ligue nationale l'année ou les 2 années suivant la victoire de la Coupe Memorial dans les 10 dernières années. Il y a du côté des Stars du Texas dans la Ligue américaine, il y a un entraîneur, je pense que c'était celui des All Kings, qui est allé faire une expérience au niveau professionnel dans la Ligue américaine. Il y avait DJ Smith qui l'a fait et il y avait Dale Hunter, je ne le compte pas parce qu'il l'a fait un peu puis il est revenu. Mais l'entraîneur DJ Smith et l'entraîneur des All Kings Edmonton, tous les deux ont eu des chances au niveau professionnel. Alors moi, je pense sincèrement qu'avec le nom Patrick Roy en plus, je pense que si tu regardes le checklist canadien, là, il compte tout ça. Puis juste avec le nom et avec son historique, moi, je m'excuse, mais il n'y a même pas besoin de passer dans la Ligue américaine. Tout ça, personnellement, quand on regarde l'historique des 10 dernières années, des 10 derniers vainqueurs de la Coupe Memorial, c'est exactement ça. Ben, je crois pas que Roy serait intéressé de toute manière à passer dans la Ligue américaine. Ça serait pas une option. Et là, Marc-Antoine, Pierre-Carl, ouais. Le nouveau proprio des Sénateurs, c'est évidemment un gars qui était impliqué avec le Canadien, avec Jeff Molson, partisan des Canadiens toute sa vie. Je suis comme pas certain. Les Canadiens, on le sait qu'ils sont pas intéressés par Patrick Roy, là, sinon il aurait fait un move avant ça pour aller le chercher. Je pense que peut-être dans la culture de Michael Andlauer, qui a vu Patrick Roy quitter Montréal avec fracas, qui a vu le Canadien pas être intéressé à le signer, j'ai peut-être l'impression que le nouveau proprio serait réticent à aller chercher un gars comme lui pour avoir un rôle aussi important dans l'organisation des Sénateurs. Mais je m'imaginerais bien Patrick Roy derrière devant les Sénateurs. Je pense juste que le nouveau proprio, c'est peut-être pas le genre de gars qui veut faire un splash comme Snoop Dogg, par exemple. Moi aussi, en fait, je pense que ça serait un bon fit, mais je ne suis pas sûr qu'il va être là. Les Jay Smith a encore un contrat, puis je pense qu'il va y laisser sa chance, le nouveau propriétaire. Puis on dirait que dans la Ligue nationale, il y a beaucoup d'entraîneurs qu'on recycle aussi, là, qui ont été congédiés, qu'on reprend souvent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a souvent des Québécois qui sont derrière d'autres entraîneurs qui font 5-6 équipes, comme mettons un Peter Laviolette, là, qui revient encore. Mais... Donc, je pense pas que Patrick Roy va y aller. Je vais laisser parler Marc-Antoine, puis je termine avec un dernier point. Parfait. Moi, je pense qu'il y a facilement 10 entraîneurs qui sont moins bons que Patrick Roy, là, qui ont visiblement montré moins de résultats que lui. Je trouve ça plate pour lui. Je dis 10, mais ça pourrait être 12 peut-être, je sais pas. Mais visiblement, je sais pas si vous vous rappelez, il avait quitté, c'est sûr que vous en rappelez, il avait quitté puis il avait posé un lapin en juillet, genre, ou en août, à Joe Sakic. Ouais, exact. Fait que, ils ont le brelon, ces gens-là. Puis les Joe Sakic, les Yzerman, ils ont le brelon. Fait que, puis surtout qu'on connaît son caractère relativement bouillant. Je trouve ça plate pour lui parce que, je veux dire, n'importe qui sait que pour avancer dans la vie, c'est regarder le présent puis le futur. Puis malheureusement pour lui, c'est comme si on le ramène tout le temps à ce qu'il a fait dans le passé. Moi, je vois pas pourquoi il mériterait pas un emploi, mais malheureusement... c'est pas démocratique, hein, c'est des business. Fait que les gens, c'est des humains qui s'assoient et ils font ce que toi, ça te tente de travailler avec Patrick Roy. Je pense que ça pourrait être problématique. Non, merci. Donc, je pense qu'il y a des gens qui pensent se sauver bien du trouble en ne l'engageant pas. Mais je trouve ça dommage pour lui parce que c'est sûr à 100% que sa place dans la Ligue nationale. Moi, je vais vous le dire, je m'excuse, j'ai de l'air de le défendre, mais je l'ai côtoyé un peu dans les 5 dernières années. Je l'ai côtoyé à ces 2 premières années quand il est revenu avec les Remparts de Québec, après le départ de Philippe Boucher. Puis je dois dire une chose, et je l'ai vu également au cours de la dernière année. Patrick Roy de 2016 et le Patrick Roy d'aujourd'hui de 2020, 2019-2020, ce n'est plus du tout le même type d'entraîneur. Oui, des fois, ça va y arriver, il va en pousser une craque. Mais comparativement à ce qu'il a fait, ce qu'il faisait il y a 17 ans et 8 ans, on ne parle plus du tout du même entraîneur. Moi, je l'ai déjà rencontré après une volée, là, quand il était en reconstruction avec les Remparts. Il jouait contre l'Armada en point de presse. Pas d'éclat. Il aurait pu facilement sauter sa coche parce que l'équipe avait mal joué comme c'est pas possible. Il était en reconstruction aussi. Il a pris son trou, façon de parler. Il est resté très calme. Il a répondu aux questions et tout. Puis même encore en 2019 puis en 2022, tu le voyais très bien qu'il s'est beaucoup assagi. Oui, il va y mettre des opinions, un peu comme la Jacques Villeneuve. Moi, j'aime comparer Jacques Villeneuve et Patrick Roy parce qu'au niveau du discours, c'est sensiblement similaire. Les deux disent le fond de la pensée.
Mais en termes de réaction, moi, je trouve qu'il ne s'en porte plus autant que comme qu'il le faisait avec l'Avalanche du Colorado. Ben, simplement, on le voyait derrière le banc, que ce soit en cours de saison, durant la Coupe Memorial, c'était beaucoup plus calme par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Donc, je dirais même au-delà, exemple, des après-matchs, simplement en cours de rencontre, c'était quand même très différent. Voilà. Donc, effectivement, on semble s'être assagi avec le temps.